Les gars, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Un bouquin dont vous avez forcément entendu parler si vous suivez un tant soit peu l'actualité littéraire. Pour les 3-4 qui roupillent au fond, je récapitule quand même vite fait. Louis-Ferdinand Céline, le grand écrivain sulfureux qu'on ne présente plus, est mort en 1961 et en 2020, donc presque 60 ans après sa mort, d'un coup, ses ayants droit ont récupéré une caisse entière de manuscrits totalement inédits rédigés de sa main. Du coup, Gallimard, qui gérait déjà les droits des autres textes, a récupéré aussi les nouveaux bouquins et va les publier petit à petit. Et Guerre, c'est le premier de cette nouvelle fournée. Donc déjà, je sais pas si vous vous rendez bien compte de l'ampleur de cette découverte. Si vous avez vu notre super épisode sur Céline, et si c'est pas déjà le cas, cliquez sur le lien et foncez de regarder, vous savez que notre Pélo est l'un des plus grands auteurs français de tous les temps. Donc retrouver 4 ou 5 romans inédits de Céline, c'est comme si demain, en vous réveillant, vous entendiez à la radio « Tiens, Victor Hugo a pondu une suite aux Misérables ». Là, il y a de quoi être sur le cul quand même, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit avec Guerre. Ce texte a été écrit juste après Voyage au bout de la nuit, le premier chef-d'œuvre de Céline paru en 1932, et il se présente comme une sorte de digression sur l'expérience militaire de l'auteur, qui a combattu pour la France au début de la Première Guerre mondiale, avant de se manger quelques bastos Deutsche Qualität et de se retrouver au tapis dès l'automne 1914. Du coup, là, on est sur un texte qui est vraiment intéressant d'un point de vue à la fois littéraire, biographique et historique, et je me suis dit que ce serait pas mal, pour une fois, de vous faire un épisode sur un livre entre guillemets récent, histoire de vous dire ce que j'en ai pensé, et de vous montrer ce que ce bouquin nous dit de Céline. Alors de quoi parle le dernier livre du Brigadier des Touches, pourquoi ce texte détruit définitivement les rageux anti-Céline, et pourquoi vous n'avez aucune excuse pour ne pas foncer le lire à part si vous êtes aveugle, demeuré ou producteur de sel à Guérande, et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais aujourd'hui, et pour protéger vos pudeurs de gazelle, je vous propose de ne pas vous divulgacher toute l'intrigue. Donc si vous voulez juste mon avis en sautant la partie résumée, bah cliquez sur le chrono qui s'affiche à l'écran et vous aurez directement mon opinion sur le livre. Et sinon bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Vous êtes plusieurs à m'avoir signalé ne pas recevoir les notifs chaque dimanche. Et surtout, foncez faire un tour sur Instagram, on vous y accueillera avec plaisir. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Céline, épisode 2, c'est parti hein. Bon, alors Guerre, c'est peut-être le roman de Céline qui porte le plus mal son nom. Parce que là, la guerre, il y en a finalement pas beaucoup dans toute cette histoire. Ou plutôt, disons qu'il y en a tout le temps, mais qu'elle est présente en toile de fond, sans trop se faire voir. Et le narrateur, Ferdinand, qui est un avatar de Louis-Ferdinand Céline, il n'a pas trop l'occasion de se battre dans cette histoire. Parce que clairement, le livre pourrait plus volontiers s'appeler Convalescence. Dès la première page, notre clampin se réveille au milieu de la plaine des Flandres, le bras en compote, la tempe défoncée par une balle et le corps plus douloureux qu'un lendemain de cuite au Jack Daniels. Et autour de lui, tout son régiment est éparpillé façon puzzle et ses potes massacrés jusqu'au dernier, sauf un type du nom de Kersuzon qui lui a juste la mâchoire éclatée. Grosse ambiance. Et ce qu'on va comprendre petit à petit au cours du bouquin, c'est que le régiment du narrateur il s'est retrouvé là, à tomber sous le feu ennemi, parce qu'ils étaient en train de déserter après avoir piqué dans la caisse du régiment comme de vulgaires ministres socialistes. Quelle indignité. Alors bon, après ce départ plus ou moins fracassant, rapidement Ferdinand s'aperçoit qu'il est le seul survivant de cette sombre affaire et il parvient à se relever, à trouver un soldat anglais et à se faire conduire jusqu'à l'hôpital de campagne le plus proche. Il se retrouve donc dans le petit bled de Perdu-sur-la-Lys, oui ça s'appelle vraiment Perdu-sur-la-Lys, et il est soigné par une infirmière qui s'appelle Mademoiselle Lespinasse. Alors elle, comment vous dire ? Ou plus exactement, comment vous dire sans faire sauter la monétisation ? Eh ben, disons que sa grande passion dans la vie, c'est de dégorger les poireaux des blessés à la chaîne et à la force du poignet, et que Ferdinand, tout au long du bouquin, il va avoir droit à sa petite pignole des familles toutes les 2 pages. Voilà, vous êtes prévenus. Le mec, il a à peine le temps de souffler un peu après la dérouillée que les cheleux lui ont mise, qu'il se fait déjà secouer le cocotier par une nympho en blouse blanche qui touche pipisse tout le régiment à volonté. Et là, j'aime autant vous prévenir tout de suite, des scènes de boules, dans Guerre, il y en a par tout. Parce que rapidement, le narrateur sympathise avec son camarade de chambre qui s'appelle, selon les surnoms qu'il utilise successivement, Bébert, Julien Boisson ou Cascade. Nous, on va juste l'appeler Cascade pour faire simple, mais dites-vous bien qu'il change de blase toutes les 3 pages. Et lui, c'est un énorme Mac. Littéralement. Le mec gagne vraiment sa vie en monnayant la schneck de sa femme, une très belle zoulette qui s'appelle Angèle, et en la faisant tourner à toute la ville contre monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Donc là, entre l'astiqueuse de Râtelier, le proxo-poteau de Ferdinand et le style fleuri de Céline, vous commencez à avoir une bonne idée du bousin général. Faut juste que j'ajoute encore 2 petits ingrédients pour compléter la recette. Un chirurgien incompétent, qui s'appelle Merconi et qui va toute force opérer Ferdinand pour sa blessure à la tête, et les parents du dit Ferdinand, qui passent souvent lui rendre visite à l'hôpital et qu'il déteste encore plus sincèrement que moi, j'exècre Macron. Donc bref, l'histoire de Guerre se construit à partir de ces éléments, avec en gros 3 étapes successives. D'abord, il y a l'enquête de la commission militaire, qui cherche à comprendre ce qui s'est passé avec le régiment de Ferdinand et comment ces glandus se sont retrouvés sous le feu des cheleux. En gros, on comprend petit à petit que Ferdinand s'est laissé embarquer dans une sale histoire de vol et de désertion et qu'il risque le peloton d'exécution. Mais heureusement pour lui, il a une chance de cocu et en choisissant de la boucler devant l'enquêteur du conseil de guerre, il finit par laisser ses supérieurs croire qu'il a agi en héros pour protéger ses camarades et couvrir la retraite d'un autre régiment. Du coup, au lieu d'être fusillé, il est décoré. Et hop, croix de guerre, jolie médaille et tout le tintouin. Paye ton absurdité totale. Et si vous croyez qu'on est au max question débilité, attendez la suite.
suite, parce que rapidement, Cascade parvient à faire venir sa zoulette, Angèle, jusqu'à Perdue sur la Lys, où elle commence à tapiner comme une bonne journaliste de quotidien à côté de l'état-major anglais. Mais le truc, c'est qu'à mesure que les affaires marchent bien pour elle, Angèle commence à résister à Cascade, et même carrément à l'embrouiller et à le menacer. Et lui, qui est blessé et qui ne doit pas trop attirer l'attention sur sa pomme, il est obligé de la boucler. Et ainsi, petit à petit, les choses vont s'envenimer et pourrir sur place, jusqu'à ce que Angèle la poucave, dans un move de fouine des bois option courrier à la commande en tour, s'avise de dénoncer Cascade à l'administration militaire en fournissant une lettre de lui dans laquelle il avoue qu'il s'est tiré lui-même, littéralement, une balle dans le pied pour ne pas aller au front. Donc, Cascade se fait arquebusette pour haute trahison, Ferdinand est décoré de sa médaille et il reste Angèle. Et alors là, la fin du roman est vraiment excellente. Franchement, j'ai bien rigolé, faut que je vous raconte. En gros, par rancunier, Ferdinand se rapproche petit à petit d'Angèle, avec qui il couchote une fois ou deux, et finissent même par monter une petite arnaque ensemble. En gros, le plan est plutôt simple. Angèle ramène un client dans sa chambre, commence à lui vernir le mât d'Artimon, et là, paf, Ferdinand sort du placard, fait le choquer, tambourine, se fait passer pour le mari d'Angèle, fout le boxon, tape un maximum de blé au client et le fait fuir de honte sans demander son reste. Une affaire rondement menée, le business plan est parfait. Ouais. Sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Dans les faits, ça se passe pas exactement comme ça. Le premier client qu'Angèle ramène chez elle, c'est un Écossais qui pourrait certainement s'entraîner au lancer de tronc avec son propre chibrax tellement son poireau est le plus gros tubercule au nord du mur d'Adrien. Donc déjà, Angèle, elle prend tarif avec lui. Et en plus, le mec a pas dû tirer son coup depuis perpète parce qu'il se met à enchaîner les grosses levrettes claquées de Highlander vénère sans aucune vergogne, ni aucun intérêt pour Ferdinand qui, impressionné, n'ose pas trop l'interrompre. Du coup, après cette première tentative plutôt lamentable et cet échec plutôt critique face à Odor le Celtique et à son Sequoia du Jurassique, Angèle et Ferdinand décident de retenter le coup avec un petit vieux plus docile. On passe le jeu en mode facile quoi. Donc rebelote, et là on a le droit à une des plus grandes scènes du roman qui mélange cri effréné, turlute express, vomi dans le lavabo et levrette de Lord Anglish sans vergogne dans une savante cacophonie que seule Céline arrive à décrire. Et cette fois-ci, au lieu de plumer le Gus, nos deux arnaqueurs s'en font un bon pote. Ouais, un super pote même, vous allez voir. En gros, le vieux Rosebeef, il s'appelle Purcell, et il est ingénieur pour l'état-major anglais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bro le mec. Après avoir bu quelques verres avec Angèle et Ferdinand, il se prend de sympathie pour eux et il leur propose de les faire venir à Londres avec lui pour qu'ils fuient la guerre, ce que bien sûr nos deux clampins s'empressent d'accepter. Ferdinand se procure donc une permission de 6 mois juste avant ce qui sera la boucherie de Verdun, c'est-à-dire qu'il a vraiment le cul de bordé de nouilles, pour aller faire son petit Erasmus de cuck à London. Et le livre s'arrête là, d'un coup, sur le bateau qui l'emmène loin des tranchées, de la boue et des absurdités militaires. Voilà, ça c'était le résumé de Guerre, le premier inédit de Céline, et il y a trop de trucs à dire. Je vais essayer de vous résumer ça efficacement. Déjà, et comme vous avez pu le constater, ce livre contient tous les ingrédients qui ont fait le succès de Céline, avec la guerre, les carabistouilles, le rapport au caca pipi digne de Rabelais, le langage fleuri et les amitiés interlopes. Donc franchement, je pensais pas vous dire ça avant de lire ce livre, mais si vous avez jamais attaqué Céline, Guerre, c'est pas mal pour commencer. Bah ouais, c'est beaucoup plus simple que les romans bourrés de petits points genre Mort à crédit ou Nord, et en plus, c'est plutôt court, donc y a pas d'excuse pour pas s'y coller. Moi je l'ai lu en une après-midi, alors foncez. Et justement, la brièveté du texte est aussi la conséquence du fait que Céline n'a pas eu le temps de retravailler son bousin. En gros, il a gratté Guerre vers 1935 et il a perdu le manuscrit en 1944. Ça fait donc 9 ans. Sauf qu'entre temps, notre Gus, il a aussi sorti Mort à crédit, les pamphlets qui l'ont fait détester, et sa pièce de théâtre, qui s'appelle L'Église. Donc il a pas eu trop le temps de se remettre sur le dossier. Et ça se voit pas mal d'ailleurs. Entre les personnages qui changent de nom, comme Bébert qui devient Cascade sans aucune transition, les discussions épisodiques entre les personnages qui semblent faire référence à des passages perdus ou jamais écrits du livre, ou même, tout simplement, le fait que l'histoire commence de façon un peu abrupte, on devine que Céline avait prévu de reprendre, d'étoffer et de retravailler en profondeur son texte, mais que le vol des manuscrits par les résistants en 1944 l'a empêché de mener à bien ce projet. D'ailleurs, comme le manuscrit était largement à l'état de brouillon mal lisible quand on l'a exhumé, le bouquin compte plusieurs passages marqués d'une mention illisible, ce qui montre qu'on ne sait pas vraiment ce que Céline a voulu dire. À tel point que certaines critiques ont d'abord pensé que Guerre, ce n'était que des passages non retenus pour Voyage au bout de la nuit, le premier roman de notre Pélo, dans lequel le personnage principal se retrouve aussi au front, puis à l'hosto en 1914. Et les arguments dans ce sens sont quand même assez nombreux. On a la ville de Perdue sur la Lys, dont le nom ressemble au Noirceur sur la Lys, un village qui est dans le Voyage au bout de la nuit. Le personnage principal s'appelle Ferdinand, comme Ferdinand Bardamu dans Le Voyage, le général des entrailles, qui apparaît aussi dans Le Voyage et là dans Guerre, ou même le personnage de Cascade, qui fait un peu penser au personnage de Robinson dans Le Voyage. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont dans le sens de cette idée, selon laquelle Guerre, ce n'est en fait que des outtakes de Voyage au bout de la nuit. Et là, ça devient franchement intéressant. Je m'explique. Pour être franc, je crois pas du tout que ce livre soit juste un tas de brouillon pour un autre roman. Et je partage, en toute modestie, l'avis des critiques qui font de Guerre le chaînon manquant entre Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Mais il n'empêche, si demain, on exhume une lettre de Céline qui prouve que ce que nous appelons Guerre, en fait c'est juste un brouillon dont il ne comptait pas faire un livre, et Gallimard aura réussi le tour de force de créer ex nihilo un bouquin qui n'aurait jamais dû exister. Et ça, c'est quand même plutôt vertigineux. Surtout que Guerre, c'est un roman vraiment intéressant pour comprendre Céline, parce que c'est la première fois que l'auteur nous parle aussi précisément de ses blessures pendant la Première Guerre mondiale. Si vous connaissez déjà le Gus, vous aurez noté que Céline parle souvent
de son état de santé claqué au sol, et se définit lui-même comme, je cite, mutilo 75%, c'est-à-dire mutilé de guerre. Mais à vrai dire, jamais il n'avait parfaitement expliqué en quoi consistaient ses soucis, en mettant des mots sur les malheurs qu'il a rencontrés. Et c'est ça qui rend Guerre vraiment jouissif à lire. Si vous connaissez pas Céline, vous allez le découvrir dans ce qu'il a de meilleur, avec sa langue truculente, ses obsessions scatologiques et sexuelles permanentes, et ses personnages plus suspects que les ministres de Macron accusés de tripoter des zoulettes par pack de 12. Et si vous le connaissez déjà, vous allez vraiment pouvoir approfondir votre vision du bonhomme, en découvrant sa vie et son expérience de combattant en 1914. Et ça quand même, c'est plus cool que les pénibles pleurnicheries de Leila Slimani, ou les saloperies de Mesnès sur des gamines. Alors pour une fois que Gallimard sort un bon bouquin, par pitié, jetez-vous dessus. Voilà, allez, la bise à tout le monde, j'ai du travail. Bon alors comme vous l'aurez compris, Guerre n'est que le premier roman inédit de Céline, et au moins 3 ou 4 autres volumes sont déjà dans les tuyaux. Personnellement, celui que j'attends le plus impatiemment, c'est La volonté du roi Krogold, une genre d'épopée médiévale dont Céline fait mention au début de Mort à crédit, et que j'ai hâte de lire. Non mais sérieux, rien que d'imaginer le croisement entre le lourd style célinien et le Moyen-Âge, cette époque où la moindre blague consiste à balancer un nain par-dessus les murailles de Carcassonne, je frémis d'impatience. Vite, vite, annulez le prochain Welbeck, virez Annie Ernaux du catalogue, et mettez-moi du lourd Céline partout. Voilà. Ça me semble bien, moi je dis allons-y quoi. J'espère que cet épisode un peu différent vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Guerre, si vous l'avez déjà lu, et ce que vous pensez de Céline, si vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure. Et puis sinon, rejoignez-nous sur Instagram et abonnez-vous en activant la cloche, je vous prie. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si d'autres épisodes avec les autres nouveautés de Céline vous intéressent. Le Hussard vous en parlera avec plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, rompez les gars.